Vous écoutez Ça sonne juste, vers une voie lumineuse. À travers une deuxième série d'épisodes, je vous invite dans une loge imaginaire depuis laquelle des artistes me parlent de leur chemin. Nous verrons en quoi l'histoire, la traversée, les déclencheurs de vie, la nature et la personnalité de mes invités les conduit vers une danse alignée et vivante. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous aimez le podcast, prenez un instant pour le liker, le partager et laisser un petit mot. C'est une manière simple de soutenir tout le travail qu'il y a derrière et surtout de permettre au podcast d'être plus visible pour que d'autres puissent le découvrir à leur tour. Cet épisode, c'est un vrai cadeau, une parenthèse offerte avec le cœur. Alors installez-vous confortablement et profitez-en bien. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Flora Fernandez, musicothérapeute spécialisée tomatis et botanique. À travers sa pratique unique et son engagement pour l'économie bleue, Flora nous invite à explorer le pouvoir de guérison des plantes et de la nature et à prendre conscience de la manière dont tout le vivant est relié et en constante communication. Bonjour Flora. Bonjour Myrtille, Merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. C'est vraiment un cadeau que tu me fais et que tu fais aussi aux auditeurs qui vont partager ce moment avec nous. Avant qu'on ne plonge plus profondément dans ton métier et ta pratique actuelle, tu as un parcours de musicienne, de chanteuse lyrique plus exactement. Tu es diplômée du Conservatoire de Paris en chant lyrique et tu t'es ensuite perfectionnée au Centre de formation lyrique de l'Opéra de Paris. Tu as donc débuté une carrière professionnelle. Est-ce que le chant, aujourd'hui, fait partie de ta vie? Alors de ma vie, plus vraiment, puisque voilà, je suis passée à autre chose. Le chant était plutôt, je pense, une thérapie pour moi en fait, une possibilité d'exprimer des émotions, de m'exprimer même tout court. Donc c'est une bonne nouvelle, je n'ai plus besoin de ça. Mais après, je garde des beaux souvenirs et puis j'ai un conjoint qui lui continue de chanter un peu tout le temps. Mais dans ma pratique, particulièrement dans la musicothérapie Tomatis, j'utilise la voix et je fais travailler la voix aux personnes qui viennent me voir. On travaille en priorité l'oreille, on rééduque l'oreille, mais la voix et l'oreille ont un lien, puisque la première loi de Tomatis, c'est que la voix ne peut reproduire que ce que l'oreille entend. Et la deuxième, c'est que quand on modifie l'oreille, on modifie immédiatement la voix. Et donc, en permettant aux personnes d'enrichir leur voix parlée, on va travailler de la respiration, de la posture, de la résonance, qui sont donc en lien avec ma technique vocale, eh bien, on va leur permettre d'enrichir leur voix, et en enrichissant leur voix, elles vont continuer les bienfaits qu'auront initié la rééducation de l'oreille. Donc, Flora, toi, en tout cas, dans cette rééducation, ton travail aujourd'hui, c'est finalement de reconnecter un peu ces deux parties-là dont tu nous parles. Et tout ça, c'est de la communication. Oui, absolument. Donc, en fait, toi, tu communiquais avec un public, Oui, et puis là, en fait, tu te mets à relier ou à remettre, rééduquer la communication de parties physiologiques. c'est ça. En fait, cette rééducation neuroauditive, elle va agir en passant par l'oreille, bien sûr, Mhm. elle va agir sur le cerveau. Et donc, on est aujourd'hui reconnu comme étant une thérapie neuroplastique. Donc, on va remodeler des zones du cerveau qui peuvent être parfois un peu atrophiées. On va recréer des connexions également. Donc, dans tout ce qui va être concentration, capacité d'apprentissage et effectivement communication, il y a un impact très positif. Mais on a également cet autre aspect qui est grâce à l'écoute osseuse, donc à la résonance de notre corps. On vient travailler sur le nerf vague. Donc, on connaît maintenant l'intérêt du nerf vague dans le bien-être en général. Donc, on va agir Mhm. sur toutes les pathologies liées au stress. On va agir, voilà, sur le bien-être, etc. Mais également, notamment la théorie polyvagale de Porges nous montre que ça va bien au-delà, puisque l'expression faciale, donc qui, elle, engendre le lien social et la communication, vont être également améliorées, également par ce travail sur le nerf vague. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est le nerf vague, parce que c'est pas quelque chose dont on parle quand on va voir un médecin.
À Oui, part le mot malaise vagal, tu vois, qui est un oui. peu dans le vocabulaire commun, populaire. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas de ça, jamais. Absolument. C'est vrai que dans le milieu de la thérapie, on commence à en parler beaucoup et à bien connaître, Oui, mais pour un autre public, c'est moins évident. Donc le nerf vague, c'est le nerf le plus important finalement du corps humain, puisqu'il innerve tous les organes principaux. Donc il démarre du cerveau, bien sûr, et puis il va innerver déjà l'oreille, la gorge, mais également les poumons, le cœur et tout le système digestif. C'est lui qui va faire qu'on a cette nomination de deuxième cerveau du système digestif, que certains même appellent premier cerveau, mais en fait, c'est lié à ce lien du nerf vague entre le cerveau et le système digestif. Et si on va pas bien, en général, on a des petits soucis digestifs, et si notre système digestif va pas bien, il est malmené par ce qu'on mange, etc., eh bien, il va y avoir un impact sur notre morale, sur notre bien-être. Donc, en fait, les deux sont intimement reliés par ce nerf vague. Donc, voilà, ce nerf est absolument vital. Et Porges, donc, qui est un scientifique américain, qui a créé cette théorie polyvagale, lui va nous apporter de nouveaux éléments dans les années qui viennent de se passer, qui est que on a deux branches dans le nerf vague, et donc ces deux branches vont déterminer deux choses différentes. Alors on a le système parasympathique qui est stimulé par le nerf vague, qui est le système qui nous permet d'aller bien, d'être neutre, de se sentir en sécurité, d'être en capacité de communication, d'apprentissage, etc. Qu'on oppose souvent au système sympathique, qui lui est le système du stress, qui est un système très important quand on a un danger qui arrive. Il faut absolument passer en système sympathique, pardon, parce qu'il va nous faire accélérer le cœur, il va nous mettre en capacité d'action extrêmement rapide et il va couper la capacité de réflexion. On n'est pas, quand on est en danger, on ne sait pas le moment de réfléchir. C'est le moment d'agir. Donc, soit on fuit, soit on attaque parce qu'on sent que c'est possible, si ce danger est à portée de main. Et du coup, il va nous sauver la vie. Le problème, c'est que dans nos sociétés où il y a beaucoup de stress et d'agression permanente, et notamment sonore, on risque d'être en parasympathique de manière répétée, voire permanente. Et c'est là qu'on va se retrouver en burn-out, en dépression, en stress, voilà. Et donc, quand on stimule le nerf vague, on va retrouver la capacité d'aller vers le système parasympathique qui, lui, est l'apaisement. Mais dans la deuxième branche du nerf vague, c'est en fait la branche de la paralysie. Parce que quand il y a un danger qui est carrément un danger de mort, cette fois-ci, eh bien, le corps a un système d'alerte qui fait que on s'immobilise, on se paralyse, on le connaît, mm, on l'a peut-être tous déjà vu sur une araignée ou sur une souris qui est attaquée par un chat. Ils font les morts. Du coup, le prédateur se dit, oh, c'est pas très intéressant ce truc-là. Et c'est comme ça, des fois, qu'on peut se sauver la vie. Et on a aussi ce système de sécurité chez l'être humain. Et donc là, chez l'être humain qui va être trop dans ce système vague dorsal, comme le dit Porges, eh bien, ce sont des personnes qui vont être en retrait, extrêmement timides, extrêmement renfermées. Donc, que ce soit dans le nerf vague dorsal ou dans le parasympathique, ce sont des urgences dont on a besoin, mais qui devraient passer régulièrement du parasympathique ventral où on a le bien-être, et s'il y a un besoin absolu, au dorsal ou au sympathique. Et malheureusement, dans nos sociétés, on va se retrouver par des traumas, par du stress permanent, par des agressions sonores permanentes, soit trop dans l'un, soit trop dans l'autre. Et on n'arrive plus à se retrouver dans le parasympathique ventral qui est celui du bien-être. Et donc, un certain nombre de thérapies peuvent agir sur ce nerf vague. Il y a maintenant des tonnes de livres sur le sujet du nerf vague et comment faire pour faire du bien à son nerf vague. Mais à l'époque, Thomas Matisse, qui avait fait ses études dans les années 50, hein, il avait déjà compris cela, mais il était un peu précurseur. Donc voilà, entre son travail sur l'oreille, et sur l'oreille droite en particulier, et son travail sur le nerf vague, voilà, on disait, il est fou celui-là. Mais aujourd'hui, complètement reconnu par les neurosciences et validé complètement par cette théorie polyvagale de Porges. Alors Flora, toi, tu as un prénom en tout cas qui chante la nature.
qui fait penser bien sûr au métier que tu pratiques aujourd'hui. Flora, c'est aussi la déesse des fleurs. Donc tu te situes à la croisée de plusieurs univers, la musique, la nature, la thérapie et la maternité, puisque tu es maman. Oui. Quel est ce fil conducteur à tout ça? Hum, alors, ce fil conducteur, je dirais aujourd'hui, avec cette connaissance que j'ai depuis peu, que c'est le syndrome d'Asperger. Parce que ce syndrome fait qu'on a des intérêts spécifiques qui prennent beaucoup de place. Et on a aussi une hypersensibilité au son, à l'ensemble des sens, qui fait aussi qu'on ne comprend pas le monde dans lequel on vit. On est très attiré par tout ce qui est nature. Et voilà, grâce à ce diagnostic assez récent, je revois ma vie sous cet angle-là et je la comprends mieux. Et effectivement, très tôt, j'adorais la musique, la nature, et j'avais besoin d'aller, comment dire, approfondir tous ces sujets, puisque c'est une des particularités de ce syndrome, c'est qu'on a besoin de se mettre toute la tête là-dedans. Alors après, il y a des problèmes sociaux dans ce syndrome, des problèmes parfois aussi de communication. Alors, il y a autant d'Asperger voilà, on a autant de formes d'Asperger que d'individus Asperger, hein, donc il y a plein de façons de l'être. Mais chez moi, dans mon enfance et mon adolescence, il y avait vraiment une difficulté, une peur de l'autre, une difficulté de communication. Et c'est par la musicothérapie Tomatis que tout ça a pu s'ouvrir chez moi. Donc j'ai accumulé dans mon enfance, mon adolescence, cet amour pour la musique, pour la nature, pour même très peu, enfin très jeune, je connaissais tous les noms de remèdes homéopathiques, à quoi servaient les plantes pour se soigner, etc. Et donc voilà, ça c'était mon chemin de jeune, je dirais. Et puis, euh, et Donc ça a puis été en tout voilà. cas une porte pour toi. Oui, Et puis aussi, j'imagine, le fait d'avoir un diagnostic a pu aussi permettre de comprendre aussi son propre fonctionnement. Parce que oui, j'ai l'impression que quand on arrive aussi à se comprendre, on s'accepte mieux aussi. Et que on enlève en tout cas la culpabilité de pourquoi je n'arrive pas à me ranger comme les autres, à faire, ou comme l'ensemble en tout cas, des individus, à me comporter de cette manière, et finalement à découvrir que cette singularité, mais en fait, c'est un état d'ouverture immense oui, tout en à fait, réalité. Et en ce qui est réalité. assez fou parce que on associe souvent l'Asperger, enfin en tout cas, je te parle de l'image, Oui, encore une fois, populaire, hein, tu vois. oui, Des gens qui sont un peu dans leur monde, qui sont dans leur bulle, qui ont des difficultés de communication. Et je pense que c'est pas la question de la communication, elle est, et on va le voir après dans ce dont on va parler mhm. aujourd'hui, de voir que la communication, en fait, l'humain dit je sais tout, mais en fait, il ne sait rien, pas grand-chose, je trouve. Par rapport à ce que tu vas nous expliquer, en tout cas, c'est assez incroyable. Et je trouve que l'Asperger, enfin, dans ce que j'en ressens, c'est comme s'il ouvrait une autre dimension quelque part. C'est pas de voir plus, c'est de voir juste autrement. Oui, oui, tout à fait. C'est de voir autrement et ils sont très appréciés. Aux États-Unis et en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, on utilise le mot gifted pour toutes les neuroatypies. Gifted, donc quelqu'un qui a reçu un don. Hein, c'est une toute autre façon de le voir par rapport à la France où en France, on a même beaucoup de difficultés à avoir des diagnostics, à être reconnu, et puis parfois même on va vous dire que c'est la mode et que voilà, faut arrêter avec telle ou telle chose. C'est un peu compliqué en France hein, d'être neuroatypique, mais dans de nombreux pays, c'est un don, c'est respecté, c'est donc voilà, on n'a pas à se battre pour être un peu, avoir le droit d'être un peu différent, effectivement. Mais oui, c'est un don dans le sens où on peut avoir du coup une expertise dans certains domaines parce que notre syndrome fait on a envie de savoir un tas de choses. Quand on a une passion, on peut y passer des heures et des heures sans s'en rendre compte.
Voilà. Donc, on peut devenir expert. Alors, ça peut nous fermer des autres parce que on peut ne parler que de ça. Il y a des gens, ils vont vraiment être auto-centrés sur eux et sur leur passion obsessionnelle du moment. Donc, ça peut être un peu compliqué dans une vie sociale, d'interaction, etc. Mais l'Asperger apprend. Donc, si en plus on les diagnostiquait beaucoup plus rapidement, on pourrait leur apprendre ben, à demander, ben, et toi, qu'est-ce que tu aimes, et toi, Voilà, qu'est-ce que à à exprimer la s'adapter. forme interrogative, Voilà, etc. absolument. Par rapport à ce fil conducteur qui est pour toi, en tout cas, la découverte et le mot qu'on met sur ta perception des choses et ta propre communication et ton rapport à la vie, comment tu l'amènes, comment tu le transmets humainement au-delà du cadre thérapeutique, c'est comment toi, Flora, tu le portes. Bien, bah, c'est dans les retours que j'ai en général, voilà, c'est un accompagnement que je fais qui est hyper bienveillant et à 100%. Et c'est vrai que tout ce que j'ai construit à partir du moment où j'ai été thérapeute, c'est la recherche sans arrêt de trouver comment aider le mieux possible. Donc j'ai fait des puzzles de thérapie parce que je voulais trouver, ah oui, mais là, ça suffit pas, donc il me faut que je trouve une autre thérapie qui vienne agir sur ça ou sur ça. Donc j'utilise un tas de thérapies. Donc il y a la musicobotanique, la musicotomatisme, mais j'ai rajouté également l'éducation positive, j'ai rajouté également les réflexes archaïques et une autre méthode qui s'appelle Psyché pour travailler sur le subconscient. Donc, j'ai toujours besoin d'aller plus loin. Donc, je peux proposer des tas de choses. Après, je guide les gens dans des lectures, par exemple, également. Euh, donc, le fait que moi-même, je sois allée dans ces lectures me permet de les aider, de reconnaître qu'ils auraient besoin d'aller voir de ce côté-là. Et donc, ça permet une prise en charge très globale de la personne. Et voilà. Donc, Oui, c'est un petit peu comme ça que. Mais je c'est... dirais que j'ai eu beaucoup de chance. Oui, Et ça, je pense, ça vient aujourd'hui s'inscrire aussi dans ma spiritualité. C'est qu'à chaque fois dans les étapes de ma vie, m'est arrivé ce dont j'avais besoin. Donc, que ce soit la musique au départ pour m'exprimer, comme je le disais, mais par la suite, en tant que thérapeute, j'ai reçu comme personne qui venait me demander de l'aide exactement ce dont j'avais besoin. Donc au début, quand je suis passée de chanteuse à thérapeute, bon, j'étais un petit peu inquiète quand même de savoir si j'allais pouvoir aider les gens. Donc j'ai reçu d'abord beaucoup de chanteurs et de comédiens. Donc là, je pouvais pratiquer avec ma technique vocale et être dans un milieu que je connaissais déjà. Donc j'ai eu une petite transition comme ça avec un public plutôt de cette sorte-là. Je me sentais pas du tout capable à l'époque de m'occuper d'enfants, par exemple, alors que avec la musique automatiste, normalement, c'est un des domaines de prédilection. Et puis, bah, je suis devenue maman. Et donc là, mm, pareil, bah, besoin de comprendre comment ça marche le cerveau d'un enfant, comment je vais pouvoir l'aider au mieux, l'accompagner au mieux en tant que maman. Et donc, je me forme en éducation positive. Et là, comme par hasard, arrive chez bah, les moi, au enfants. centre Harmonis, ben, plein d'enfants hein, qui me restimulent sur tel ou tel sujet, qui vont m'aider moi-même avec mon propre enfant. Donc hop, voilà, les choses arrivent comme ça. Souvent, j'ai les mêmes tranches d'âge au même moment. C'est assez extraordinaire la vie à ce niveau-là. Et puis, au bout d'un moment, bah, si je m'essouffle un peu au niveau des enfants, alors pas des enfants eux-mêmes, hein, des parents, c'est parfois pas évident le parent vient parfois pour un coup de baguette magique sur la tête de l'enfant, mais n'est pas prêt à se remettre en question dans sa façon d'éduquer, dans l'environnement qu'il propose à son enfant. Donc, des fois, j'ai pu m'essouffler. Et hop, bah, j'avais plus d'adultes qui avaient cette volonté d'évoluer, donc des femmes en dépression, en burn-out, ou des hommes qui s'étaient un peu perdus, qui avaient perdu sens, voilà. Donc, et puis dernièrement, bah, j'ai pas mal de femmes de mon âge et qui en fait ont certainement un syndrome d'Asperger ou des jeunes enfants ou des adolescents dans ce sens-là. Et j'arrive à les aider déjà en leur disant, mais moi, c'est mon cas. Parce que des fois, j'ai vu des adolescents Oui, arriver avec ce diagnostic et avec comme quelque chose de quelque très chose de lourd sur très leurs plombant. épaules. Oui, oui. Oui, parce qu'il y a le diagnostic et puis il n'y a pas d'accompagnement derrière. Alors je leur dis, mais moi, c'est mon cas. Et alors là, ils me regardent avec un émerveillement parce qu'ils disent, ah bon, bah en fait, alors on peut être normal. On n'est pas fichu. On n'est pas fichu. Je leur C'est donne ça. plein de petits tuyaux pour dépasser leurs difficultés. Ah, et puis le changement, il se fait très rapidement du coup.
Donc voilà, la vie m'a toujours emmené les personnes idéales pour que je puisse les aider, mais pour que moi, je continue d'apprendre également d'eux. Ça, c'est formidable. Donc aujourd'hui, Flora, tu es donc musicothérapeute, tu utilises donc plusieurs outils, Oui. dont le chant des plantes. Alors ça, quand j'ai découvert ça, bah, j'ai eu un coup de foudre. Eh ben oui, Voilà, tout simplement. comme moi. En, en quoi consiste ce chant des plantes et il s'est produit où le coup de foudre? Le coup de foudre, il s'est produit, je dirais, voilà, j'ai déjà envie de remercier le professeur Marc-Henri parce que c'est par lui que j'y suis arrivée, même s'il est plus là aujourd'hui, hein, ça fait 1 an qu'il est décédé. Mais j'allais chercher encore une fois dans mes lectures et mes recherches approfondies sur le quatrième état de l'eau. Je trouvais ça assez passionnant, un nouvel état de l'eau qui est découvert. À travers ça, je découvre qu'il a découvert le diapason de l'eau, c'est-à-dire qu'à partir de la masse de la molécule d'eau, il a réussi à transformer ça en fréquence, puisque Louis de Broglie avait découvert qu'on pouvait transformer toute masse en fréquence. Et donc, lui, il a pris la masse de la molécule d'eau et puis il l'a transformée en fréquence. Et on a un La qui n'est plus à 440 ni à 432, mais qui est en 429,62. Donc, c'est la vraie résonance de la molécule d'eau. Alors, on a souvent dit que c'était 432, la résonance de tous les éléments qui constituent notre Terre, et que c'était donc meilleur 440. C'est vrai, c'est meilleur. Mais en fait, alors au début, le professeur Marc-Henri ne comprenait pas trop le 432. Il pensait que c'était aléatoire. Puis finalement, il a compris que c'était le même calcul que lui, mais sans les virgules. C'était une sorte d'arrondi. Donc, une personne avait fait les mêmes calculs que lui, mais en enlevant les virgules à chaque fois, et on tombe sur 432. Donc, c'est vrai que c'est pas très loin, hein, 429, 62 et 432. Donc, 432 reste un diapason bien meilleur que 440. Mais le diapason qui va être au top, c'est 429,62. Donc, je découvre ça. Je découvre qu'il a travaillé avec un compositeur qui s'appelle Tommy Jacks pour justement transformer des principes actifs. Par exemple, l'ashwagandha, une plante ayurvédique qui a de nombreux bienfaits. Eh bien, ils ont décortiqué tous les principes actifs de la plante, transformé en notes de musique, donné ça au compositeur qui en a fait un morceau de musique. Voilà, donc tout ça déjà, c'était passionnant. Et puis, il s'est trouvé qu'il est allé à Gaujac, donc auprès de Jean Toby et de Frédéric Toby. Ils avaient déjà fait un festival de musique des plantes, puisque, en fait, ils ont découvert, grâce à... Je vais expliquer un peu la technique après, mais ils ont découvert que si on joue un morceau de musique à une plante qui émet des sons, hein, je vais expliquer comment, eh bien, la plante, à force, elle va jouer avec le musicien. Donc, il y a eu des concerts de musique des plantes. Et Marc-Henri est allé à Gaujac expérimenter tout cela. Et puis, il y avait autre chose, c'est que si une personne reste seule avec cette plante et que la personne lui indique qu'est-ce qu'elle a comme problématique, eh bien, la plante va pouvoir soulager ses problèmes. Donc ça, c'est le côté musicothérapie botanique. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, il faut mettre une électrode dans la terre et une pince sur une feuille. Alors ça s'appelle la phytoneurologie. Il y a un tas de nouveaux mots avec cette D'accord. nouvelle thérapie. C'est connu, enfin c'est reconnu, on va dire plutôt, depuis 2014. Donc là, pour reprendre le procédé, donc tu Oui, branches la plante. exactement. On dit ça. On dit on branche la plante. D'accord. Donc, on met l'électrode dans la terre, Très bien. la pince sur la feuille ou sur un bourgeon ou sur une fleur. Et donc, on sait qu'il y a une activité électrique de surface. Hein, la phytoneurologie, c'est l'activité électrique de surface qui se comporte comme l'activité électrique des neurones. Même si la plante n'a pas de cerveau, n'a pas de synapse, l'activité électrique se comporte comme l'activité électrique neuronale de l'humain. Et on sait que à partir de là, il y a un boîtier transcodeur qui va pouvoir transformer cette activité électrique en son. Et c'est là qu'apparaît le chant de la plante. Donc, je peux vous dire que quand on entend
le chant de la plante pour la première fois, il y a une émotion extraordinaire de pouvoir voilà, mettre quelque chose de concret à Mm. cette vie extraordinaire. Et on sait que cette activité électrique et ce chant vont dépendre d'un tas de choses. Donc, est-ce que la plante a soif? Est-ce que c'est une plante qui a été beaucoup hybridée? Là, elle va pas beaucoup chanter, par exemple. Est-ce que c'est une plante très ancienne, comme les fougères, qui ont 450 millions d'années, sont les plus anciennes, donc elles vont avoir le plus d'activité. Mais voilà, si elle a reçu beaucoup de produits chimiques pour vivre, elle va moins chanter. Si on lui met que de l'eau du robinet, elle va moins chanter. Si son environnement est positif, là, il y aura une activité optimum. Vous voyez, donc déjà, on sait que cette activité est en lien avec son état de santé et son environnement. Et que cette plante va même émettre les premiers sons qu'elle émet, c'est son identité. C'est sa carte d'identité. Et puis, ben voilà, on découvre qu'elle peut accompagner un musicien. Et puis, on découvre qu'elle peut améliorer l'état de santé d'une personne qui va se mettre seule avec elle. Alors, il y a également des thérapies de groupe avec le chant d'une plante. Voilà, et donc, on peut même analyser quelles sont les musiques qu'elle a envoyées pour ce groupe. Et on peut essayer de comprendre pourquoi, dans ce groupe, elle a choisi telle ou telle mélodie. Parce que ajouté à cela, il y a le fait qu'elle émet donc des mélodies biocompatibles. Ça, c'est un autre mot qui a été ajouté à ces thérapies. Et dans ces mélodies biocompatibles qui sont émises par la plante, on retrouve ce qui s'appelle des protéodies. Donc les protéodies ont été créées enfin, ce mot a été créé par Joël Sternheimer, qui a fait euh, en partant du principe de Louis de Broglie, hein, qui était un de ses maîtres en sciences, Mhm. qui a transformé la masse des acides aminés qui composent les protéines en notes de musique. Et donc, les milliers et les milliers de protéines qui existent, il les a répertoriées. Et il a transformé les acides aminés en notes et répertorié toutes les mélodies des protéines. Il avait envie, c'était un musicien aussi, et il avait envie un jour il s'est dit, j'ai envie d'entendre les protéines. Et donc, il a transformé toutes ces protéines en mélodies, en courtes mélodies. Et il a pu constater déjà sur lui des effets, ou sur des amis à lui. Et puis, bon, il s'est dit, je vais peut-être pas quand même aller trop dans le domaine du médical, et il s'est dirigé plutôt vers le domaine de l'agriculture. Et il a créé une entreprise qui s'appelle Genodix, et il s'est mis à traiter les champs de vignes, les arbres fruitiers, les courgettes, etc., en diffusant la mélodie de protéines qui pouvaient aider ces plantes à lutter contre un mildiou ou contre une autre attaque, que ce soit bactérienne ou fongique, etc. Alors, Avec technique, d'excellents résultats qui ont été publiés par l'université, notamment de Cergy-Pontoise. d'accord. Et techniquement, pour pouvoir diffuser du son dans des espaces immenses comme ça, des Oui, champs ou des terres, oui. par quels moyens on diffuse? Est-ce que c'est un système d'enceinte classique? Lui, il a utilisé un système d'enceinte classique assez puissante hein, qui pouvait se diffuser dans des grands champs. Il en mettait plusieurs dans le champ. Donc, D'accord. lui, il a fonctionné comme cela et il y a eu vraiment de très beaux résultats. L'entreprise existe toujours. Et ce qu'il y a encore de formidable, comme je le décrivais sur voilà, les personnes qui arrivaient chez moi, qui étaient bénéfiques pour moi, là aussi, il y a eu une petite magie, c'est que Jean Toby et les scientifiques qui travaillaient avec lui ont eu l'idée d'envoyer des enregistrements à Genodix et de dire, y aurait-il par hasard des protéodies dans les mélodies émises par une plante quand elle est en train de s'occuper d'une personne. Et effectivement, donc il y a une vingtaine de protéodies dans les mélodies qui sont émises par la plante. Il n'y a pas que des protéodies, mais il y a en général une vingtaine de protéodies. Et après, du coup, ils ont envoyé un biologiste
en demandant qu'est-ce que ces protéodies traitent chez l'humain. Et le biologiste a donné la liste, et ça correspondait à ce que la personne qui était seule dans la pièce avec la plante avait comme problématique. Et du coup, ils ont reproduit cette expérience. C'est donc une expérience pratique et reproductible des centaines de fois aujourd'hui, maintenant, même peut-être des milliers. À chaque fois, on retrouve une vingtaine de protéodies et qui sont efficaces pour la problématique de la personne. Après, il y a d'autres mélodies qui sont diffusées. Pour l'instant, on ne sait pas à quoi elles correspondent. Et tant mieux. Parce que je dirais que ça, c'est toujours le bug du cerveau humain qui veut tout comprendre. Donc, pour qu'on comprenne un petit peu et plus concrètement de quelle manière la plante, elle peut venir guérir et en tout cas, dans le cas de tes thérapies, agir sur certains troubles. Bah, déjà, ma première question, c'est sur quel type de trouble elle peut agir? Je dirais qu'il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y C'est a pas de ça. certitude. On est en plein dans les recherches et les découvertes. On a des résultats incroyables sur des tas de choses. Je vais vous donner un exemple. Euh, sur la vue, Oui. euh, on a des récupérations de capacités visuelles, y compris en astigmatie, alors que l'astigmatie, normalement, ne se récupère pas. Il n'y a jamais de progrès en astigmatie. Donc j'ai une personne qui est venue, qui m'a dit, ah ben je vais essayer. J'ai beaucoup perdu au niveau acuité visuelle. Je voudrais voir si ça fonctionne. Je lui ai dit, OK. Donc, elle se met dans la pièce avec la plante. Pendant 5 minutes, elle se met en connexion avec la plante pour lui indiquer ce sur quoi elle veut travailler. Et puis après, elle se laisse faire par la musique de la plante. À la fin de la séance, qui dure environ 1 heure, elle me dit, déjà, je vois mieux. Bon. Et puis elle me rappelle 2 jours plus tard, et là, elle me dit, bon, j'ai un souci, c'est que j'ai mal à la tête parce que mes lunettes sont trop fortes. Oui, c'est Donc, incroyable. voilà, déjà au bout de 2 jours. Et heureusement, elle a fini par trouver d'anciennes lunettes pour patienter d'aller voir son ophtalmo. Et elle va voir son ophtalmo, et celui-ci se prend la tête dans les mains et dit, je ne comprends pas. Il Vous êtes hallucine. astigmate et normalement ne récupère pas. Et elle avait gagné 2 points. Voilà. Donc elle était passée de 4 à 6. Oui, c'est Voilà. énorme. Voilà. Et heureusement, je pense qu'elle n'est pas passée de 4 à 10 parce que je pense que le changement serait trop violent. Donc c'est ça qui est très intéressant. C'est que la plante, elle va stimuler quelque chose qui est possible d'être stimulé chez l'individu. Donc, en fait, elle connaît le chemin. Et il y a une espèce de soin un peu systémique, du coup, parce que Mhm. dans cet aspect sans limite, elle va pas forcément se dire, tiens, cette personne a mal à la tête, je vais aller soigner que la tête. Et d'ailleurs, concrètement, là, quand on fait une séance, voilà, cette dame, justement, elle vient faire une séance. Mhm. Voilà, tu l'accueilles, patati patata. Oui. En tout cas, tu l'invites, j'imagine, à prendre place dans un siège. Et donc, il va y avoir cette rencontre entre la plante que tu as choisie, avec laquelle et lesquelles tu travailles, parce que tu m'expliquais que tu travaillais avec toujours 2 ou 3 plantes qui étaient présentes et des fougères Oui, il faut particulièrement. minimum 3 plantes. Mais bon, dans ma pièce, il y en a beaucoup plus, hein. Il y en a une Voilà. dizaine. Est-ce que tu peux expliquer justement aux auditeurs pourquoi, voilà, elles ont besoin d'être plusieurs Bah ça, c'est c'est- pour ce c'est soin? magnifique. C'est magnifique, c'est une leçon de vie pour nous. Bah, il y a besoin d'interaction, elles ont besoin de travailler ensemble. Donc, à nous d'en tirer des leçons, hein. Et donc, effectivement, on va privilégier les fougères parce que, comme elles ont 450 millions d'années, ce sont elles qui ont le plus d'activité électrique. Mhm. Mais on peut retrouver, par exemple, hier, je faisais chanter mon aloe vera et elle avait une activité électrique extraordinaire aussi, hein. Donc, on peut aussi s'aventurer avec plein d'autres plantes, mais on sait qu'il y a certaines plantes qui vont particulièrement émettre que de l'aigu ou d'autres que du grave. Donc, Et alors, par exemple, une aloe vera, qu'est-ce qu'elle émet comme type de son? bah, c'est très, 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 très ample. Et puis, elle va vraiment, en tout cas hier, parce qu'encore une fois, ça peut changer selon son état, son environnement, etc. Elle m'a fait vraiment, elle partait du grave, elle montait dans l'aigu, elle m'a fait vraiment une mélodie extraordinaire. Donc voilà, il y a des personnes qui travaillent avec la phytoneurologie qui vont se concentrer sur le... Ils vont essayer de créer
une sonothèque thérapeutique Oui. euh, en enregistrant et en essayant que de l'aloe vera sur des gens, que de la menthe, que de la rose, du géranium. Et ils veulent essayer de créer voilà, une sonothèque thérapeutique pour pouvoir remplacer certains traitements. Donc pourquoi pas? C'est toujours intéressant, effectivement, d'utiliser une mélodie qui serait du coup enregistrée et que chacun pourrait dire, tiens, bah, oh, j'ai mal à la tête, je vais me mettre la mélodie du géranium. Enfin, je dis au hasard, hein, mais c'est déjà pas mal. C'est mieux de faire ça que de prendre des traitements chimiques qui ont des effets secondaires. Mais ce qui m'intéresse, moi, d'autant plus, c'est que lors d'une séance, justement, la plante qui est connectée à cette personne va lui envoyer exactement, précisément ce dont elle a besoin. Parce qu'il n'y a pas de mal, de mots de tête identiques. Et c'est ce que tu expliquais à travers le témoignage de cette dame. Elle n'a pas fait un soin qui lui a permis de recouvrir, de retrouver 4 points pour pouvoir s'accommoder et que ça ne Oui, crée pas de violence, en tout cas, exactement. et, C'est-à-dire, et qu'il y ait et trop de puis, décalage. Oui, oui. voilà, puis des fois, on a mal à la tête parce que c'est à cause du système digestif. Des fois, on a mal à la tête parce qu'il y a un problème visuel, justement. Des fois, on a mal à la tête parce qu'on est fatigué. Donc, enfin, écouter un morceau qui s'appellerait mal de tête, pourquoi pas, mais on y voit les limites. Alors que là, la plante, pendant la séance, elle va envoyer exactement ce qu'il faut à la personne. La plante, elle va sentir le déréglage, on va dire, biologique, le dérèglement C'est incroyable. qu'il Et y a chez cette personne. en tout cas, pour continuer un petit peu cette représentation donc d'une séance, le son, tu le diffuses de quelle manière? Alors, le son, on le diffuse avec des enceintes très spéciales qui s'appellent les enceintes Sunray et qui Sonnerait. sont des enceintes holophoniques. Donc, le son, au lieu d'être directionnel comme les enceintes classiques, cette fois, le son est émis en vortex. Donc, ça tournoie. En tournoyant, ça vient pénétrer dans le corps. Et en plus, ces enceintes diffusent les sons jusqu'à 40 000 Hertz. Donc là, c'est plus l'oreille qui les perçoit, c'est le corps. Donc, entre les tourbillons et les fréquences très, très aiguës, on n'est plus, on est au-delà. On est quand même dans de l'audition. La personne entend bien par son oreille aérienne, mais on est aussi immergé grâce à l'écoute osseuse. Et là, je fais le lien encore une fois avec la musicothérapie Tomatis, qui a ce fameux vibrateur osseux au niveau du crâne et qui travaille grâce à ça sur le nerf vague et sur le système parasympathique. Et bien là, avec ces enceintes, on a de l'osseux d'une manière intense. Et donc, on ajoute effectivement, c'est-à-dire que ces sons, on pourrait utiliser des enceintes classiques, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait possible, mais on va rajouter un élément. Est-ce que en ayant cet effet sur le nerf vague, sur le système parasympathique, est-ce que du coup, les protéodies et les autres choses émises par la plante vont être encore plus efficaces? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les personnes ressentent, quand elles sortent du soin, c'est comme si elles avaient eu 1 ou 2 heures de massage. Donc, D'accord. Donc, hyper vont détendu. apporter, voilà. Alors, j'ai une question. Qui détermine la durée du soin? Est-ce que c'est la plante ou est-ce que c'est toi? Alors, c'est un tout. On va dire que aujourd'hui, Ou une collaboration, encore une oui, fois. en fait, ça peut, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le recul qu'ont pu avoir Jean et Frédéric Toby, ils proposent maintenant ce protocole d'1 heure, de séance d'1 heure, qui semble être une bonne, voilà, une bonne solution, un bon temps pour obtenir des résultats positifs. Mais il y a eu d'autres expériences au début, hein, puisque c'est assez jeune comme thérapie. Au départ, il disait à la personne, voilà, vous restez avec la plante, et puis quand vous sentez que c'est bon, que vous avez eu, que vous êtes bien, que vous avez eu ce qu'il vous faut, bah, vous pouvez ressortir de la pièce. Donc, il peut y avoir cette solution aussi. Hein, il peut y avoir, donc, comme je vous dis, en général, on dit à la personne de demander à la plante d'exprimer ce qu'elle a comme problématique, mais on peut aussi imaginer que la personne vienne et dise, occupe-toi de moi, je te laisse faire. C'est possible aussi. D'ailleurs, pour vous Là- donner un exemple sur ce oui. point, la personne qui est venue pour la vue, elle est revenue une deuxième fois. Parce qu'elle s'est dit, bah, je suis à 6, bah, je vais peut-être monter à 8. Et elle est revenue une deuxième fois. Donc, elle demande à la plante la même chose que la dernière fois. Mais cette personne a une prothèse de jambe.
Et elle venait d'avoir une nouvelle prothèse et elle avait des blessures du coup à la cuisse. Eh bien, figurez-vous qu'elle m'appelle quelques jours après et elle me dit, je pense qu'elle s'est occupée de ma cuisse parce que je n'ai jamais guéri aussi vite. Donc là, on voit bien que même si nous, notre cerveau humain, il essaye d'envoyer une Il y a une demande demande. En à la fait, plante, je donc, pense que son corps émettait qu'il y avait une douleur au niveau de la cuisse. Et que donc en du coup, fait, la est-ce que plante la a plante, priorisé. elle va guérir ce qui est prioritaire selon enfin, je sais pas si on dit ressenti, selon sa perception. Ben, en tout cas, ça y ressemble. Et donc, quand la priorité est en accord avec la demande de la personne, ben, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a une autre priorité, il semble que les plantes puissent aller vers la priorité plutôt. Puisque cette expérience, cet exemple que je vous donne, il y en a eu d'autres. Et Et ça que, veut dire qu'elles sont capables donc de faire des choix. et oui, c'est-à-dire qu'elles sont capables de capter la problématique. Au même titre, quand il y a une séance de groupe, elles vont choisir quelque chose qui va être cohérent pour le groupe. Parce que vous voyez, par exemple, pour le groupe, nous, thérapeutes, quand on a expliqué à la personne, on doit partir de la pièce. Parce que nous, on ne peut pas recevoir ce que va recevoir la plante, ce que Mhm. va recevoir la personne de la plante à ce moment-là. Parce que c'est pas pour nous. Donc ça pourrait même ne pas être super bon pour nous. Donc quand il y a un groupe, elle va pas se dire, je vais soigner telle personne. Non, elle va émettre quelque chose de cohérent pour le groupe. Et elle a cette capacité d'être en lien. Encore une fois, c'est une leçon de vie pour nous. Et c'est ce qui fait que je suis amoureuse de cette thérapie. C'est que, en plus, ça nous reconnecte à la nature. Ça nous remet à notre place. Ça nous redonne de l'humilité. Parce que beaucoup de dégâts de l'être humain viennent du fait qu'on pense qu'on est au-dessus du reste. Tu sais, je le disais en introduction, ou peut-être dans une première partie, où j'ai l'impression qu'on ne sait rien, en fait. Oui, Et que finalement, on est toujours en train, dans une société, on dit beaucoup, je sais mieux que. Je fais le lien avec le film Avatar. oui. Et à un moment donné, bah justement, donc là, on est dans le cadre de la rencontre entre une femme d'un peuple racine, donc de la planète Pandora en tout cas, et puis quelqu'un qui vient d'une autre planète et qui vient pour d'autres intérêts. Mhm. Et en fait, à un moment donné, il y a une scène où elle dit, tu es comme un enfant. C'est ça, elle dit. Tu es comme un enfant. La façon dont elle le dit, moi, ça m'a renvoyé au fait que, en fait, on n'écoute pas. Dans ce rapport au vivant, pour toi, qu'est-ce qui nous éloigne de ce vivant? Hein. Euh, je dirais que le départ de l'éloignement de l'humain et du vivant vient d'une crise spirituelle, pour moi. C'est mon avis, hein. Après, voilà. Et sur ce sujet, on sait sûrement pas tout, hein. Mais d'après ma réflexion personnelle et mes lectures sur les peuples racines, puisqu'effectivement, ça fait partie aussi de mes intérêts restreints, au départ, dans les peuples racines, il y a une spiritualité qui permet d'avoir une confiance absolue dans le grand esprit. Alors, il l'appelle grand esprit, terre-mère, peu importe le nom qu'il le donne selon les peuples. Il y a des noms différents. Voilà, c'est-à-dire quelque chose de supérieur qui régit voilà, toute cette harmonie dans la nature et sur cette terre, en lien avec le cosmos, etc. Et normalement, il y a une confiance absolue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire de réserves, de stocks. Ils savent, ils ont confiance, ils savent qu'ils vont avoir du gibier pour se nourrir, qu'ils vont pouvoir cueillir, avoir des fruits, des racines, etc. Il y a pas de souci de ce côté-là. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, l'être humain s'est mis à cultiver. Et s'est mis pas juste à cultiver pour le moment présent, mais s'est mis à cultiver et à faire des stocks. Et à partir de là, bah, pour pouvoir dire ça, ça appartient à un tel, ou ça, je le donne à un tel en échange de ça, etc., est apparue l'écriture. Pour pouvoir faire du commerce, du stockage, etc. Et pour moi, c'est le début de la fin de l'humanité. Parce que cette écriture, par la suite, elle a engendré l'élite et la masse, avec ce qu'on voit comme résultat aujourd'hui, avec des régimes qui sont devenus totalitaires. Et puis, ça a engendré le globalisme par rapport au local. On a perdu tout ce qui est local et
tout ne tourne qu'autour du globalisme. Donc à partir de cette crise de manque de confiance en la vie, on a créé quelque chose qui est devenu un monstre. Voilà comment je perçois, moi, cette déconnexion à la nature. Et aujourd'hui, on le voit, tout est fait pour être dans la superficialité. Aujourd'hui, une plante, c'est un objet joli, c'est pas un être. On coupe un arbre parce qu'il dérange quelque chose, mais on ne prend pas en compte que peut-être l'arbre, il est en connexion avec tous les autres arbres qui sont autour. Voilà, tout ça n'existe plus. Et puis, Et il y a d'autres choses qu'on ne voit pas. Alors, je fais le lien avec une chose dont tu m'as parlé, hein, que je ne connaissais pas, oui, qui sont les fables de Günther. oui, Et donc, je suis allée un petit peu, évidemment, écouter ce monsieur. oui, Et ce que j'ai en particulier retenu, il disait, c'est que la nature, elle est pleine de surprises aussi. C'est pas juste de s'appuyer, d'utiliser les ressources qu'on a, qui sont à disposition, c'est aussi la joie de cette découverte. Et il parlait notamment, par exemple, il donnait un exemple sur la levure de bière. Quand on fait la bière actuellement, on va utiliser des levures chimiques, etc. Et qu'en fait, on pouvait trouver complètement des levures dans la nature mhm, qui pouvaient du coup devenir quelque chose qui soit identifié comme une nouvelle ressource. Il y a toujours de la découverte. Et c'est cet oui, aspect-là, ce que tu employais un mot tout à l'heure quand tu parlais du soin de la plante, tu disais il n'y a pas de limite. oui, Et en fait, là, dans les fables de Gunther, en tout cas que tu vas après nous expliquer, euh, il y a cet aspect aussi illimité. oui, absolument. Et donc, qui redonne aussi de la foi, je trouve, Mhm, pour reconstruire en tout cas une humanité solide mhm. et bien enracinée. Et oui, parce qu'effectivement, l'économie bleue que porte Gunther Pauli, c'est l'abondance. Donc c'est la fin de cette punition qu'on nous inflige quotidiennement de vous détruisez la terre, on a un discours hyper culpabilisant et surtout, pire que tout, un discours qui fait perdre complètement le sens, et notamment pour nos jeunes. Les jeunes sont dans un mal-être terrifiant parce qu'on leur dit que tout est de leur faute, qu'il faut qu'ils arrêtent de respirer, de manger, de prendre la voiture, d'aller en vacances, etc. C'est morbide, hein, tout ça. Et que la planète est foutue et qu'il n'y a plus de ressources, que tout est... Voilà. Et avec l'économie bleue, on découvre qu'en fait, il est possible d'avoir l'abondance pour tout le monde, à condition, bien sûr, de regarder la nature, de l'observer, de regarder que tout déchet dans la nature est une richesse. Et donc, de ne faire quelque chose, nous humains, que si le déchet qui en résulte peut être utilisé ensuite comme une richesse. Donc, on retrouve ça dans ce qu'il porte sur le café, par exemple. Le marc de café peut être transformé en terreau, peut faire pousser des champignons. Le pied des champignons qu'on n'utilise pas peut nourrir les poules qui vont elles-mêmes, du coup, produire des œufs beaucoup plus riches. Voilà, l'économie bleue, c'est déjà, dans un premier temps, c'est ça. C'est le déchet, il doit être positif. Une couche de bébé. Il y a plein de jeunes qui veulent plus faire d'enfants, qui sont terrorisés par ce discours d'écologie verte punitive, eh bien, on peut tout à fait faire des couches culottes compostables qui vont venir, parce qu'entre la couche elle-même et ce qu'il y a dedans du bébé, qui est un engrais, eh bien, on peut nourrir des arbres qui, aujourd'hui, nos arbres, les fruits donnent au moins 30% de moins de nutriments. Et si on leur redonnait des bonnes choses à manger, eh bien, ils retrouveraient une qualité nutritive exceptionnelle. Et donc, on peut faire du plastique avec du chardon. Le chardon, ce qu'il y a au niveau de la fleur du chardon, peut permettre de fermenter le lait de chèvre pour faire du fromage. Et puis, on envoie les graines pour être transformées en huile et pour être transformées en plastique, en bioplastique compostable, y compris dans la mer. Et donc, tout est possible, en fait. On a des énergies qui peuvent être et renouvelables et permanentes, comme avec le Sky Cells, qui va chercher les vents permanents entre 400 et 800 mètres. Et donc, on a un résultat qui continue, contrairement aux éoliennes, qui en plus, elles, sont une aberration écologique, puisque avec leur socle en béton et leurs ondes, leurs infrasons, elles sont terribles pour l'environnement. On a du gaz d'algues
qui peut être produit pour un coût très très bas, et avec 1% du territoire maritime français, on peut fournir du gaz à toute l'Europe. Et il y a une nouvelle chose là qui est mise en place qui s'appelle le houlomètre. Donc le houlomètre, c'est avec juste le mouvement de la mer, même pas les vagues, même pas, il n'y a pas besoin de vagues, juste le mouvement naturel, même d'une mer d'huile. Eh bien, on crée de l'électricité en permanence. Et on peut choisir soit de créer de l'électricité qui va fournir, par exemple, des îles ou des territoires proches de la mer, soit transformer cette électricité, faire de l'hydrogène et transformer les bateaux, parce que les bateaux, c'est ce qu'il y a de plus polluant, en fait, hein, avec le gasoil qu'il y a dans les bateaux. Eh bien là, les bateaux pourraient être à l'hydrogène et venir directement à côté du houlomètre pour se servir en hydrogène. Et ce ne sont pas... Le houlomètre, il est plat. Donc, il ne va pas gâcher le paysage. Quand on voit les éoliennes en mer qui gâchent complètement le paysage, là, ça n'est plus le cas avec le houlomètre. Donc, voilà, Gunther Pauli réunit énormément de monde pour réfléchir à tout ça, observer la nature et prendre modèle sur la nature pour créer de l'abondance. Donc, tout ça, c'est possible. Et puis, il a créé ces fables qui permettent aux enfants de se connecter à cela et du coup de retrouver du sens et de la joie de vivre. Et à la dernière rencontre à laquelle j'ai pu participer avec Gunther Pauli, il nous a annoncé une super bonne nouvelle, c'est que donc il y a 3 pays principaux là où les fables sont utilisées, Donc, la Chine, voilà. Chine, le Brésil et l'Estonie. L'Estonie, il y a un certain nombre d'écoles qui utilisent ces fables. L'Estonie, c'est un pays très connu parce que c'est là où il y a le plus de jeunes milliardaires grâce au STEM, c'est-à-dire les sciences technologiques qui permettent de travailler sur tout ce qui va être Internet, etc. Donc des petites startups qui réussissent dans ces domaines-là. Mais c'est aussi malheureusement un des pays européens où on a le plus de taux de suicide de jeunes. Eh bien, dans les écoles qui ont utilisé les fables, les jeunes, après en grandissant, eh bien, on a constaté, on a pu avoir un retour là d'utilisation. Il n'y a pas eu de suicide chez ces jeunes-là. Donc, on voit à quel point il faut redonner de l'espoir aux jeunes, et c'est pas de l'espoir vain. Ce sont des choses toujours, l'économie bleue, ce sont toujours des choses concrètes qui existent. C'est-à-dire que ce houlomètre, il est déjà en place. Les Sky Cells, ils existent, tout existe. C'est ça. En fait, c'est que ces fables, elles vont en fait s'appuyer sur des solutions qui sont inspirées de ce qui est maintenant, de ce qui est en place. Oui. Et c'est en particulier adressé aux enfants qui sont les adultes de demain. Ces fables, leur particularité, c'est que donc elles touchent à différents sujets, de l'eau, l'énergie, la santé, l'alimentation. Quand on lit ces fables, il n'y a plus ces histoires comme on va avoir nous dans Le Petit Chaperon Rouge, où on va avoir le méchant, le gentil, et une leçon de morale quelque part. Oui. Là, c'est un enseignement de vie. Et une où chacun a sa place, puisque le principe, là, dans les fables, au niveau, ça va jusqu'à, bien sûr, aux matériaux utilisés pour utiliser ce livre. Un papier de verre. Papier de pierre. De pierre, pardon. Ça va aussi au dessin. C'est-à-dire que là, chaque personnage, ou que ce soit un minéral ou un humain, un végétal, peu importe, en tout cas, il y a un cœur qui est dessiné. Il n'y a pas un élément qui est plus important que l'autre. C'est que tout contribue au bien commun. Exactement, c'est ça. C'est ça, il y a énormément d'aspects dans ces fables, au-delà de l'histoire, qui sont vraiment magnifiques, porteuses, au-delà des beaux dessins. Il y a toujours ce cœur sur chaque personnage. Il y a des pages qui parlent d'intelligence émotionnelle. Il y a, au-delà de la fable, il y a plein d'autres explications pour approfondir. Il y a des mises en pratique. On invite l'enfant à créer en fonction de la fable ou à créer une œuvre d'art également. Donc, on va travailler aussi sur l'artistique. Et puis, il y a toutes les sciences, géographie, histoire, chimie, physique, mathématiques, etc. Mais en lien avec la fable. Donc, on va, à travers l'enthousiasme déclenché par la fable, la surprise, comme le dit Gunther, ce qu'il veut, c'est créer une surprise chez l'enfant qui va pouvoir transmettre à ses parents, parce que les parents ne vont pas connaître ces choses-là. Plus l'enthousiasme, si après on lui dit, tiens, par rapport à ça, par rapport à cette fable et à ce sujet, tiens, on va aller voir au niveau chimie, là, qu'est-ce qu'il en est. Du coup, il va faire plein de sujets
qui sont Donc, il va habituellement. créer de la logique, en Il va fait. créer de la logique et des connaissances, mais en fonction de cet enthousiasme. Donc, ça va pouvoir rester, parce que le bon apprentissage n'existe que Ah par oui. l'enthousiasme, et que des choses qu'on apprend à l'école sans qu'il y ait vraiment de sens et de possibilité de compréhension, donc qui sont des choses un peu vides, malheureusement, et qu'on oublie très rapidement une fois que le contrôle est passé, eh bien là, ça va rester parce que c'est en lien avec l'enthousiasme. Ce qu'il explique, c'est qu'au bout d'un moment, l'enfant, il est capable d'avoir des débats sur presque tous les sujets, une fois qu'il a plongé dans différentes fables. Donc, c'est extraordinaire, parce que aujourd'hui, on ingurgite des choses qu'on doit restituer telles quelles, mais la capacité de réflexion, d'analyse de ces choses-là, c'est pas du tout ce qu'on travaille dans les systèmes scolaires actuellement, hein. Donc, à part ces fables, et d'ailleurs, c'est pour ça que la Chine, hein, a imposé les fables dans ses programmes, hein. C'est parce que, à force d'aller vers des éducations, voilà, beaucoup sur les écrans, à répéter toujours la même chose de manière un peu militaire, etc., ils se sont rendus compte que il n'y avait plus de capacité de création. Les cerveaux des adultes chinois n'étaient plus aptes à créer de l'innovation. Ils étaient juste aptes à répéter, à faire ce qu'on leur demande. Voilà. Et la Chine l'a compris, est en train de changer les choses, mais chez nous, c'est pas encore arrivé, hein. Parce qu'évidemment que les fables ont été proposées, hein, au ministère, Oui, j'imagine. Mais c'est pas quelque mais chose qui a été, en tout cas, adopté, non, même avec tous ces enjeux actuels absolument. que nous Ben non, parce que traversons. si vous voulez, en plus, on retrouve le problème de, de, de lobby, hein. Donc, Oui. Mm. le lobby éolien, le lobby nucléaire, le lobby. Voilà, tout ça fait que bah, les propositions d'économie bleue, pour l'instant, hein, n'ont pas leur place, alors qu'elles sont Oui, là, c'est l'économie pourtant les meilleures. transparente. Mais oui. Tu portes en tout cas, hein, ces valeurs. Enfin, je trouve que c'est même pas le mot valeur. Le valeur, c'est déjà un peu trop un télo, tu vois. C'est tu portes bah, la flamme en tout cas de tous ces gens qui se réunissent autour de cette intelligibilité en fait. C'est juste concret. Enfin, c'est pas là, c'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord. Oui, C'est une question de bon sens, tout du à fait. vivre ensemble et du vivre Du bien ensemble. commun. Et ce qui n'empêche pas d'être un auto-entrepreneur qui, je veux dire, si tu aimes l'argent, si tu as envie de faire du Voilà. business, ça n'empêche pas. Parce que moi, je serais plutôt pour qu'il y ait une baguette magique qui nous permette de retourner Mhm, en état de peuple bien sûr. racine. Mais évidemment, bah, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu utopique, on est bien d'accord. Et donc, les gens ont besoin de leur petit confort et de continuer avec des choses plus ou moins matérialistes, superficielles ou non. Et donc, ce besoin de faire de l'argent, de réussite est pour l'instant très présent. Et je trouve que du coup, avec l'économie bleue, il est possible, voilà, d'avoir des projets pour gagner sa vie et créer des choses intéressantes, mais pour le bien commun. Mhm. Et donc là, on retrouve le sens. Donc, ces sens, justement, à propos de sens, et pour refaire le lien avec ton activité et surtout cette relation qu'on peut établir avec une plante, Oui. avec la nature au sens large, comment on peut reprendre cette conscience qu'on fait partie de ce tout? Tu parlais de collaboration. Et même dans le soin, tu disais que le patient, pour être soigné, il devait faire un petit peu la demande. Donc, Oui. il va créer par la pensée ou par l'intention Mhm. posée. Mhm. Est-ce qu'on peut aller dans la nature et dire, écoute, est-ce que tu peux nous apporter des solutions à nous les humains, ou moi qui suis ingénieur, par exemple, là je suis ingénieur, moi je suis informaticien, donne-moi une idée, est-ce que la plante elle est capable de communiquer en fait des idées aux humains pour se sauver quelque part? Je suis persuadée, moi, que, par exemple, sur le boîtier transcodeur qui transforme l'activité électrique des plantes en notes de musique, c'est pas un hasard. Je suis persuadée que, bon, déjà, ça vient d'une communauté autonome qui avait, en Italie, la communauté de Damanour, qui avait ce désir, hein, quand même, déjà, de reconnecter l'homme et la nature. Et donc, par cette énergie qu'ils ont créée, que tout d'un coup leur apparaît comment faire cette technologie Hmm. pour qu'on puisse entendre ce chant des plantes. On pourrait se dire, il suffit d'aller se promener dans la nature et de demander et d'avoir le soin. On peut et on
tant mieux, faisons-le Mhm. et Mhm. reconnectons-nous et retrouvons cette confiance. Moi, je suis 100% pour. Après, il ne faut pas oublier que le son est très important dans la nature elle-même. C'est-à-dire qu'on sait que le chant de l'oiseau, le bourdonnement de l'abeille et tous les chants de la nature font croître la forêt. Hein, il y a eu une expérience avec des haut-parleurs dans un chemin de forêt qui diffusait des sons d'autoroute. Eh bien, à cet endroit-là, la forêt a cessé de croître. Ces sons couvraient les autres sons de la nature. Puis dès qu'on a coupé le son, eh bien, à nouveau, on entendait les sons de la nature et la forêt s'est remise à croître. Donc, on voit bien l'importance du son. Mhm. Euh, il y a l'exemple des baleines, hein, les baleines qui viennent faire un chant spécifique à côté d'une grosse réserve de phytoplancton et elles reviennent 3 jours après et les mères gestantes et allaitantes se nourrissent de ce phytoplancton qui vont avoir reçu par ce chant des baleines beaucoup de protéines. On retrouve cette notion de protéines. Donc Mhm. là encore une musicothérapie de la baleine dans la nature. On retrouve, vous voyez, il y a eu des expériences de fait avec la musicothérapie botanique sur des animaux ou sur les plantes elles-mêmes entre elles. On pourrait se dire, bon, bah, les plantes entre elles, on sait qu'elles communiquent, donc elles vont se soigner les unes les autres. Pourtant, des fois, eh bien, il y a des déséquilibres. Alors, est-ce que le déséquilibre, c'est parce qu'il est lié à l'homme, à de la pollution ou à une terre trop pauvre que les plantes ne se suffisent plus pour s'auto-guérir, où l'animal, normalement, il est en lien également avec la nature et pourtant, parfois également, il a des problématiques qui ne se résolvent pas. Et je pense notamment à une expérience sur des chevaux, où 2 chevaux étaient voués à être euthanasiés. Et après plusieurs séances de musicothérapie botanique, ils ont retrouvé une qualité de vie qui pouvait les laisser vivre et Oui. vraiment un confort de vie. Donc Donc, on voit bien que le son, même chez les plantes, même chez les animaux, mhm. est important. J'ai d'ailleurs découvert un chanteur musicien qui fait de la guitare, qui chante, qui s'appelle Plume, et qui va chanter pour les animaux. Alors soit les animaux de Oui, ferme, je l'ai soit vu les sur. animaux Oui. sauvages. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on observe? Les animaux s'approchent de lui, les éléphants battent la Ah ouais. mesure avec leur Ouais. tronc. Le son a une importance capitale. C'est pas Tomatis qui dira le contraire. Il avait écrit un livre qui s'appelait Écouter l'univers, où il disait que tout était venu d'un son au départ. Donc voilà, n'oublions bien sûr le lien avec la nature, mais n'oublions pas l'importance du son. Quelqu'un qui est exposé au bruit, donc qui vit plutôt dans une ville ou qui est tout le Hum, temps entouré de travaux, par hum, exemple, oui. j'imagine que quand il ressort de sa journée ou de travail, il ressort pas dans le même état apaisé que quelqu'un qui ressort d'une forêt. Qu'est-ce qui explique physiquement cela? Là, les bruits nocifs de villes, de travaux, etc., c'est de l'ordre de la santé publique. Donc, par exemple, il y a des règles de vie dans les villes par rapport au fait de passer la tondeuse ou de faire de la tronçonneuse. Il y a des règles pour qu'il y ait des temps sans bruit. Donc, on arrête de faire du bruit à 19 heures, on ne fait pas du bruit le dimanche, des choses comme ça, parce que le cerveau a besoin de repos Mhm. auditif. Et si les gens sont en permanence, donc imaginons des gens qui travaillent dans du bruit, et quand ils rentrent chez eux, il y a le voisin qui passe la tondeuse, ça peut mener au meurtre. Hein. Ah Ah oui, 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 c'est pour ça que d'accord. c'est quelque chose de très sérieux. Et quand on appelle la police parce qu'il y a des nuisances sonores, c'est pris très au sérieux. Parce que vraiment, ça agit sur le système nerveux d'une manière dramatique. Donc, effectivement, les bruits qui sont donc répétitifs, qui sont en général plutôt dans le grave, il y a des C'est... fréquences de ces bruits de machine. En fait, c'est des bruits Mhm. pas du tout naturels. Hein. Et ces bruits-là, eh bien, ils sont très délétères pour la santé. Mhm. Alors que, bah, un son de cascade, un son d'oiseau, ça, on sait que les gens qui entendent les oiseaux là où ils vivent sont plus heureux que les gens qui n'entendent pas d'oiseaux là où ils vivent. Et ce qu'on sait, c'est que le stress premier, c'est le béton. Donc quelqu'un qui vit dans un immeuble sans vis-à-vis vers des plantes et qui va travailler ensuite, alors soit les enfants ils vont dans un cube plein de béton, soit les adultes vont dans une entreprise pleine de béton et rentrent chez eux, c'est du béton. En fait, faut même pas aller chercher à ce que le patron il les harcèle ou je ne sais quoi. Le béton, c'est le premier stress. On n'est pas fait pour vivre dans des boîtes en béton. Et on vit dans des boîtes en béton. Il y a un petit message que Flora nous adresse particulièrement. Et j'ai envie de leur dire, déjà, ne faites pas rien.
Ne faites pas rien, c'est-à-dire ne vous laissez pas aller dans ce rythme effréné qu'on veut nous imposer et dans ces émotions de peur et de colère. Donc déjà, pour couper la peur et la colère, faut jeter la télé. Faut jeter la télé. Faut arrêter de regarder les nouvelles. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe de dramatique à l'autre bout du monde. On a besoin de prendre soin de soi et de ce qui se passe au niveau local déjà. C'est très important. Et de cette manière-là, on percevra qu'on peut agir sur nous-mêmes, sur notre entourage et sur ce qui se passe autour de nous. Ensuite, je dirais de le faire avec le cœur. Donc, que ce soit se reconnecter aux plantes, que ce soit aller travailler sur les animaux, que ce soit travailler sur soi-même avec, voilà, il y a des gens, ça va être de la méditation, ça va être autre chose, peu importe, ou des actions, peu importe du moment que c'est fait avec le cœur. Et puis, de retrouver la joie. Parce que justement, pour lutter contre ce qu'on veut nous imposer de peur et de colère, la joie, ça va tout renverser. Donc, cultiver la joie, le bien-être. Cette musique des plantes, moi, elle me remplit de joie. M'occuper de mes chats aussi, avoir développé ma spiritualité également. Et c'est ce que certains appellent l'égoïsme altruiste. C'est-à-dire que nous, chacun d'entre nous, si on développe la joie à l'intérieur de nous, eh bien, il y aura plus de prise sur nous par la peur et la colère. Et donc, on se déconnecte du système dans lequel on veut nous enfermer complètement. Et on se reconnecte à un nouveau système. Exactement. Voilà. Avec Merci plaisir. infiniment de nous avoir ouvert plusieurs portes sur le monde des plantes, de la musique et je dirais du vivant. Je crois que c'est le mot qu'on dit aujourd'hui, en tout cas, Oui. qui nous indique à quel point on est tous reliés. Et il y a bien un truc qui nous relie, c'est le cœur. Voilà. Oui. Ça, je crois que c'est vraiment l'élément, en tout cas, commun. Et je reviens avec cette image du nerf vagal, mais dans ce qui passe à l'intérieur du nerf vagal, cette joie comme essentielle pour faire un petit jeu de mots. Tout à fait. Voilà. Merci Flora. Merci Myrtille. Cet épisode touche à sa fin. À l'approche des fêtes de Noël, je vous recommande Les Fables de Günther, un ouvrage qui peut faire un très beau cadeau pour vous ou pour l'un de vos proches. Günther Pauli est un économiste et fondateur du concept d'économie bleue. Il y partage à travers ses fables une vision inspirante et pleine d'humanité. Vous trouverez également toutes les infos et les actualités de mon invité dans la description de l'épisode. Prenez bien soin de vous et à bientôt!